Bon mercredi, bienvenue dans Trudeau-Landry. Salut Jonathan. Salut Trudeau, Jérôme. qui est à mes côtés comme à tous les matins. Je salue également Nico, notre recherchiste vedette. Salut Nico. Bonjour. Benjamin qui est là aussi à la mise en onde. Pas de nouvelles adresses courriels bizarres à nous partager aujourd'hui. Benjamin, Non, tout pas va de bien? nouvelles adresses C'est courriels correct? OK, parfait, tout va bien. Dans les dernières minutes, le premier ministre François Legault qui a répondu aux questions des journalistes. Bon, là, il est comme question du port du masque partout. Là, il y aurait un document de travail qui surveille, mais bon, qui circule, pardon, là-dessus sur cette question-là. Mais bref, le premier ministre qui répond encore aux nombreuses questions des journalistes juste avant la période des questions aujourd'hui. Et hier, Joe, pendant que je mangeais mon riz chinois à Place Laurier hier... Ah oui, je t'ai poussé vers un riz chinois. Et ça, c'est de ta faute, parce que hier, tu m'as mangé du riz chinois Keto. au chou-fleur, keto, mais en sortant de l'émission hier, j'avais une pulsion incontrôlable d'aller manger du riz chinois. Fait que je suis allé manger du riz chinois à Place Laurier, puis en mangeant mon riz chinois, j'ai comme une rage qui s'est comme installée en moi. On sortait de l'émission, on sortait du point de presse hier de François Legault avec Christian Dubé, le docteur Arruda, sur la zone jaune étendue à plusieurs régions du Québec. Et il y a quelque chose qui m'est resté dans la tête, c'est quand il a dit qu'il y a des régions au Québec qui étaient sur le point de passer au code orange. Ça m'a enragé. Et j'étais enragé envers plusieurs personnes de notre domaine à nous autres. Pas grand monde qui ose parler de ça. Mais j'en ai contre ceux qui banalisent la COVID-19. Puis j'ai fait un post là-dessus, puis j'ai reçu plusieurs centaines de réactions là-dessus, des messages Messenger, puis je pense que je suis pas le seul à penser ça là-dessus. Les manipulateurs, très habiles, parce que très, très bons communicateurs, qui banalisent la COVID-19, la propagation, les symptômes, la dangerosité de ce virus-là, sincèrement, je suis plus capable. Plus capable. Puis là, il y a des régions du Québec, puis j'ai cru reconnaître notre région, Joe. Ben oui, je pense que c'est l'exemple. La région de Québec. Ouais. Puis là, je me dis, on va-tu vraiment attendre que les restaurants ferment, que les bars ferment, que les écoles peut-être ferment, ou que certaines écoles ferment, avant de dénoncer le discours complètement déconnecté de plusieurs de nos collègues dans les médias? Pas besoin de vous les nommer. Je pense qu'on les connaît. Je pense que les gens les reconnaissent. Puis, je pense que tout le monde a compris, Joe, que les personnes plus jeunes, quoique les cas chez les jeunes, il y avait des chiffres ce matin, le nombre de cas commence à être assez inquiétant. Je pense que tout le monde a compris que de façon générale, les plus jeunes vont peut-être vivre moins de complications, moins de chances de mourir de la COVID-19 que les gens âgés puis les gens qui ont des comorbidités importantes puis des problèmes de santé importants. Mais je veux dire, est-ce qu'on peut complètement abandonner ces gens-là, les gens qui sont à risque, en disant, regarde, c'est plus grave, hein, il y a pas de problème. Le nombre de cas, c'est pas important. Puis au pire, ils crèveront. Hein? Ceux qui ont des problèmes de santé déjà, ils crèveront. Tu sais. Puis moi, sérieusement, je suis tanné. Puis j'ai pas le goût que les restaurants dans ma ville ferment. J'ai pas le goût que les bars ferment. J'ai pas le goût que les écoles ferment. J'ai pas le goût que les arénas ferment. Mais si ça arrive, je vais savoir ça va être de la faute de qui. C'est très, très clair dans ma tête qu'il va y avoir des gens pointés du doigt, des gens qui banalisent la situation, des gens qui banalisent actuellement la COVID-19. T'as raison. T'sais, moi, je suis pas parfait. Là. Des erreurs, j'en ai faites. J'en fais, puis je vais en faire encore. OK? Faire un show pour des codes d'écoute, faire un show pour gonfler ta popularité, puis ta page Facebook, puis tes codes d'écoute, parfait. Jouer avec la santé du monde, par contre, ça, c'est non, à mon avis. Ça, c'est non. Ça passe pas pour un show de radio ou une page Facebook ou pour un Twitter ou peu importe. Jouer avec la santé, puis jouer avec les business aussi. Moi, ça passe. J'étais écœuré de ça. Parce que, Jérôme... J'étais écœuré des malhonnêtes, Joe, de notre domaine, qui se servent de leur talent parce qu'ils ont du talent et qui vont capitaliser sur la détresse et l'anxiété de plusieurs personnes pour gonfler leur espèce de petite popularité. Gang de morons! Gang de morons! Vous êtes des morons! Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça. Non, mais tu as tellement raison, parce que ce qui devient très frustrant, c'est que y a moyen de questionner l'ordre établi. Il y a moyen de questionner le gouvernement. Et je pense que les gens qui nous écoutent depuis 6 semaines maintenant se rendent compte que on questionne le gouvernement. Puis encore ce matin, là, j'ai des réserves par rapport à ce qui a été fait hier, de la façon que ça a été fait, puis on va le faire. Pas parfait, là. Par contre, quand tu as
une tribune, tu as une responsabilité aussi de dire la vérité et de ne pas tomber dans la démagogie pure et simple juste pour susciter des codes d'écoute. Je te parlais la semaine dernière de la monétisation de la peur. C'est ça à quoi on assiste. Et ça m'inquiète beaucoup parce que on regarde un peu ce qui se dit ailleurs, évidemment. On va regarder, on va zioter, puis on regarde aussi sur les médias sociaux ce que ces gens-là disent. Et c'est que c'est un paquet de mensonges. C'est ça le problème. C'est un paquet de mensonges. Et en plus, quand tu es dans les médias, quand tu as une tribune, tu as une responsabilité morale, une obligation morale de t'informer et de faire part des faits. Or, comment se fait-il que quelqu'un qui a un micro, quelqu'un qui suit ça, qui a le nez dedans, qui suit ça, ne comprend pas que le fait que les jeunes meurent pas, c'est pas une raison pour ne pas protéger nos jeunes parce qu'eux peuvent être un vecteur puis le donner à d'autres mondes. Comment se fait-il que ces gens-là sont pas capables de comprendre, d'envisager que s'il n'y a pas beaucoup de cas, effectivement, c'est peut-être parce que les mesures qui ont été mises en place ont aidé à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de cas. Exactement. Comment se fait-il que ces gens-là comprennent pas qu'un des enjeux, c'est d'assurer la stabilité de notre système de santé et que le système est déjà fragile et qu'on veut pas que ça craque? Comment se fait-il que ces gens-là, supposément intelligents, soient pas capables de comprendre qu'il faut agir avant que tu sois dans la merde? Joe, et non pas quand tu es dans la merde. Sais-tu pourquoi je suis en sacrement après eux autres? Premièrement, c'est des gens qui font honte à notre profession de communicateur présentement. Je suis gêné. Je suis pas parfait, là. Je vous l'ai dit, des erreurs, j'en ai faites, j'en fais puis je vais en faire. Mais ça, là, de jouer avec la santé du monde, je suis gêné, j'ai honte d'une partie du travail qui est fait par nos collègues communicateurs actuellement, Joe. Sais-tu pourquoi? Exactement à cause de ce que tu viens de dire. Parce qu'ils sont intelligents, ils comprennent, inquiète-toi pas qu'ils comprennent très, très bien la réalité, là, sur le nombre de cas, puis sur les risques que ça peut poser, sur l'engorgement du système de santé. Ils sont très, très, très au courant de ça. C'est ça qui m'enrage plus encore. C'est pour ça qui fait que je suis complètement enragé envers eux autres. Et si les commerces ferment, ça va en partie être de leur faute. Je suis désolé, là. Ça fera pas plaisir à leurs admirateurs, là. Mais je vais savoir qui pointer du doigt en partie. Ouais. Si jamais dans quelques jours, on apprend qu'il faut refermer les commerces, qu'il faut refermer les écoles, il faut tout faire pour pas que ça arrive. Moi, je me sens pas mal plus libre qu'au mois de mars, avril, là, sincèrement. Ah oui. Le masque, il n'y a rien de le fun là-dedans. Je me sens comme un chien avec une muselière. Il n'y a absolument rien de drôle à porter ça. OK, mais moi, je ne veux pas retourner au printemps. Et je pense qu'à force de banaliser, il y a des chances qu'on retourne. Il y a des chances qu'on retourne avec un niveau de confinement qui va être très, 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 très désagréable. Puis on peut pas tolérer ça. On peut pas endurer ça. Il faut le dire que ça n'a pas de bon sens, ce qui se dit, ce qui s'écrit depuis quelques semaines. Ouais, c'est drôle parce que tu disais admirateurs, mais on pourrait même dire leurs adorateurs. Et ils essayent justement de prendre assise là-dessus. Là. C'est que là, il y a des gens qui les suivent, qui sont accrochés à eux, qui s'accrochent encore plus en raison des craintes qu'ils ont. Oui. Et là, ils leur font croire que ce que le gouvernement fait, par exemple, ce que les autorités font, va fermer l'économie, va nuire à l'économie. Or, comme tu l'as bien dit, c'est leur attitude qui va mener à ça. Exactement. C'est leur attitude, à force d'essayer d'amener les gens, de driver les gens à ne pas écouter, à ne pas suivre, à s'opposer. Ça va amener ces conséquences-là. Puis c'est ça que nous, on essaye d'éviter. Et que la grande majorité des gens tentent d'éviter. Mais là, tu as ces gens-là qui viennent mousser ça carrément pour des codes d'écoute, pour de la popularité, pour de la petite gloriole personnelle, en se foutant très bien du bien commun. Ils disent, parlons au nom du bien commun puis de la société, puis tout ça, mais c'est de la foutaise. Parlons au nom de leur poche, eux autres. Puis c'est pour ça que je te dis, jouer la game des codes d'écoute, OK, je le fais, là, on le fait. C'est une business, les médias. Ça prend des codes d'écoute, sinon tu vis pas. Il faut que tu gonfles ta popularité. Regarde, moi, j'embarque là-dedans, je joue ce jeu-là, puis on essaie de faire du mieux qu'on peut là-dedans. Puis oui, les gens veulent être informés, mais ils veulent être divertis en même temps. Mais jouer avec la santé du monde, ça passe plus, je m'excuse. Tu peux plus jouer avec non plus toute l'économie d'une région complète. Tu peux pas propager ton discours mensonger, rempli de demi-vérités qui banalise une pandémie mondiale, puis menacer l'économie de ta propre ville, de ta propre région. Tu sais, moi, ça me tente pas qu'ici à Québec, là, le Montego ferme encore, que le Cosmos ferme encore, que les Saint-Hubert ferment encore, que l'école de mon fils ferme encore, que l'Arena ferme encore. Ça me tente pas. Faut tout faire pour éviter ça. Mais quand il y a des gens de notre profession, Joe, qui banalisent sans arrêt ce qui se passe, c'est un pas de plus vers ça. On se rapproche de ça tranquillement, pas vite, parce que il y a des gens qui écoutent ça, qui gobent ce discours-là, sans jugement, sans discernement, puis qui lèvent la garde, qui vont baisser la garde, c'est-à-dire qui vont
qui vont moins se méfier de ce virus-là. C'est drôle parce qu'on est tous partis hier, chacun notre bord, puis on n'a pas eu le temps beaucoup de réagir à ce que le ministre a annoncé et commenté hier. Moi, j'appuie évidemment ce que tu dis sur les collègues qui ont des propos, disons, imprudents et inconscients, mais moi, j'étais en... Ils sont conscients, c'est ça le pire. Oui, c'est ça le pire. Moi, j'étais en maudit contre le gouvernement quand je me suis rendu chez moi hier, pour la raison suivante. Puis c'est la première fois depuis 6 mois que là, je mets un pied à terre et je dis, ça n'a pas d'allure ce que vous nous annoncez. On nous fait peur, justement, avec des mesures de plus en plus, en principe en tout cas, sévères. Mais tout ce qu'ils annoncent hier, c'est qu'on va arrêter de donner des ailes de poulet à minuit d'un bar hier. Ouais. Et on nous dit aussi, entre les branches, de surveiller. Ben, je m'excuse, mais on vit tous les conséquences de ce virus-là depuis 6 mois. Et on va pas rajouter à tout ce qu'on vit les difficultés financières, les conflits personnels, la marde qu'on mange parce que notre voisin ou notre chum ou notre employé ou notre fille ou notre sœur est rendu du côté des conspirationnistes. On va pas rajouter à ça le rôle de délateur. Si vous voulez mettre des choses en place et qu'elles soient respectées, c'est à vous de les faire respecter. Si vous annoncez des choses que vous n'êtes pas capable de surveiller et de valider parce que vous n'avez pas les moyens ou le personnel, annoncez-les pas. Mais on ne deviendra pas un État policier qui va se dénoncer les uns entre les autres. On a assez de choses à gérer comme ça avec cette maladie-là. C'est vrai, c'est vrai. Moi, ce que j'ai pas aimé en repensant au discours d'hier, c'est que j'ai l'impression que là où le gouvernement était très incisif hier, très insistant, c'était en parlant de la mauvaise cible. Parce que si tu sous-catégorises la population, tu as ceux qui suivent, la grande majorité, là, qui suivent les règles, qui, oui, des fois se posent des questions, mais qui ont le même genre de réflexion qu'on a, puis qui se disent, on doit faire un effort si on veut mettre ça derrière nous. Tu as les anti-masques, les négationnistes, les conspirationnistes, nous, on en parle en masse, on vient d'en parler. Mais tu as l'autre portion qui sont des gens qui ont baissé la garde, qui sont moins disciplinés, un peu réfractaires, mais sans tomber dans le déni ou dans le conspirationnisme. Je plaide coupable. Je vous le disais, je suis pas parfait, mon nom. On l'a tous fait ce un peu. Ce que tu viens de décrire là, je vais m'inclure là-dedans cet été. Mais le problème... c'est pas si pire. Oui, c'est ça. Mais le problème, Jérôme, c'est qu'hier, le gouvernement a été très, très dur envers ces gens-là. Tu sais, on en parlait à la fin de l'émission, j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment une stratégie de communication, de relations publiques, d'isoler, là, tu sais, Christian Dubé puis M. Legault qui ont beaucoup dit, c'est à cause de ces gens-là que vous allez, puis c'est à cause de ces gens-là, alors que ce monde-là, c'est des gens qui, je pense, sont reprenables. Dans le sens qu'il faut juste les resensibiliser puis leur dire, hey, regardez, là, il se passe beaucoup de choses dans des événements privés. Si vous baissez la garde, si vous pensez que vous êtes protégé, c'est pas le cas. Je pense qu'avec eux, il y a moyen d'être habile, d'être stratégique puis de les ramener. Alors que ceux qui sont vraiment problématiques, qui sont les anti-masques, les conspirationnistes, qui tiennent des discours dangereux comme ceux qu'on vient de dénoncer dans le public, ben quand le gouvernement se fait parler d'eux, il est très, très soft. Très, très... Tu sais, François Legault, hier et encore ce matin, sur les manifestations, sur les anti-masques et tout ça, très... on le sent, j'ai déjà été au gouvernement, je sais comment ça fonctionne, là. Très, très peur de la paix sociale, puis... Ouais, là... tu sais, dans le fond, François Legault, ce matin, nous a dit qu'il cherche une façon d'intervenir dans un party privé, mais avec les marges de 10 000 personnes, ça, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Mais il a dit... C'est ça, il est frileux. Ça, c'est vrai qu'il est frileux là-dessus. Mais le problème, tu parles de ceux qui sont récupérables. Tu as tout à fait raison. Je pense qu'ils sont beaucoup, là. Tu sais, ceux qui... Oui, ont baissé la garde, mais qui sont pas nécessairement contaminés puis qui n'ont pas le cerveau lavé par tout le discours anti-masque, là. Le problème, Joe, c'est que il y a un phénomène duquel personne parle actuellement, qui, moi, est très, très présent. Puis je sais pas si c'est partout au Québec, puis je sais qu'il y a une question d'algorithme là-dedans, mais ça s'appelle de la désinformation, ce qui se fait présentement. Quand tu prends des demi-vérités puis que tu pitches ça comme étant des vérités, quand tu laisses pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des textes et des textes et des posts sous-entendre que c'est pas grave, puis que c'est comme une grippe, il faut pas s'occuper des cas. Ça, il y a un nom à ça, ça s'appelle la désinformation.
Tu vois ça en temps de guerre. Puis bon, on a déjà fait la comparaison là, avec les époques de guerre, là, ce qu'on vit actuellement. Il y a certaines comparaisons qui peuvent se faire. Mais il n'y a pas d'autre mot que ça. Il y a des gens actuellement qui, pour des questions de code d'écoute, pour des questions de spectacle, pour des questions de relance de leur carrière, font de la désinformation. Fait que pour ceux qui sont récupérables et qui sont exposés à cette désinformation-là, ça devient difficile. Ça devient difficile de se faire une tête. Parce que c'est pas tout le monde qui passe ses journées à étudier le nombre de cas, puis je blâme pas personne. Les gens ont des jobs, les gens ont des occupations. On peut pas avoir le nez dans les statistiques et dans les études scientifiques à journée longue. Ce que tu vois, c'est un message, puis peut-être que je devrais faire un message sur mon Facebook. Ce que tu vois, c'est un message constant de banalisation de cette maladie-là. Ça, c'est de la désinformation, puis c'est grave. J'haïs la censure. Je suis contre la censure. Je suis pour la liberté d'expression, mais la désinformation, là, ça, c'est, pour moi, ça dépasse une limite qui ne devrait pas être dépassée. C'est ce qui me frustre le plus. Constante, désinformation, constante, à temps plein, quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ces réseaux sociaux, puis en ondes. Quand j'entendais la semaine dernière, par exemple, qu'à chaque jour qui passe, le gouvernement restreint nos libertés un peu plus, c'est faux. C'est complètement faux. Oui, on a restreint nos libertés, puis de façon majoritaire, on a adhéré à ce principe-là au printemps parce que c'était très, très, très préoccupant ce qui se passait. Puis on voyait nos aînés qui mouraient à pocheter dans nos CHSLD. On voyait ce qui se passait à quelques heures d'ici à New York, où ils creusaient des tranchées de fortune pour mettre des cercueils en bois pour remplir le monde qui mourait, là. Exact. Ils ont oublié l'Italie, l'Espagne, etc. Donc, on s'est mobilisé. Mais après ça, depuis le mois de mai, juin, là, on a retrouvé une très grande partie de nos libertés. Ben oui. Oui, ça vient que certains sacrifices, le port du masque. Mais de dire que chaque jour, le gouvernement restreint un peu plus nos libertés, c'est faux. De dire que nos enfants sont en train d'étouffer dans les écoles, premièrement, tu sais, ce serait pas pire. Pas vrai, ça non plus. Il y en a qui sont des enfants qui sont beaucoup plus vieux ou qui n'ont pas d'enfants, qui se permettent de dire, voici comment ça se passe des enfants. Parler à des gens qui en ont des enfants, là. T'en as un, j'en ai deux. C'est pas la situation idéale, mais ils vivent avec, là. Exactement. Ils vivent avec. Ça. Je pense qu'il y a mieux ça que de pas aller à l'école. Regarde, aux dernières nouvelles, c'est ça où j'étais hier. Écoute, dans un pays où on brime énormément mes libertés. C'est drôle, hier soir, j'étais à l'Arena. Mon gars était sur la glacière. Pendant 1 heure de temps hier, il a joué au hockey. Il a mis son masque dans le vestiaire, j'ai mis mon masque dans le vestiaire, puis après ça, il est embarqué sur la glace, puis il a fait sa pratique de sélection atome. C'est drôle, le matin, je suis allé le reconduire à l'école. Au printemps, c'était pas ça. Et si on continue de banaliser cette maladie-là, si on continue de suivre des manipulateurs intelligents, talentueux qui jouent avec l'anxiété, les arénas vont fermer, les écoles aussi, puis les restaurants aussi. Ça, c'est la réalité. C'est ce qui s'en vient si ça continue. J'ai reçu plusieurs centaines de réactions hier après ce post-là. Beaucoup d'employés du réseau de la santé qui m'ont écrit, puis je veux saluer particulièrement mon ami Yves qui travaille dans le réseau de la santé. Je le cite. « Je passe des moments difficiles. Ça n'a pas été facile depuis mars. Je comprends toujours pas les gens qui sortent ces théories que cela serait si simple de faire de la simple prévention. Je suis vidé. Je prends ça au jour le jour à me botter le derrière pour rentrer à job sans savoir ce qui me pend au bout du nez. » Il est infirmier, Yves, en passant. Et quand tu veux expliquer de façon constructive, on t'insulte, on te montre des graphiques, des statistiques dont c'est où. Je suis fatigué. Puis le Yves que je connais, moi, c'est un gars énergique qui a toujours bien des affaires à dire. Puis ça, là, ce que j'ai reçu de mon ami Yves, je le reçois de d'autres employés de la santé. Parce que nous autres, on est dans nos studios de radio. Nos vies, comme tu disais, Joe, ont repris un peu leur cours depuis le printemps. Allez voir dans les hôpitaux. Puis c'est pas 100% relié à la COVID, on le sait. Les hôpitaux débordent déjà. Mais plus il y a de cas et plus il y a de chances que les hôpitaux débordent. Les employés du réseau de la santé sont déjà brûlés. Tu le sais, Joe, là? Puis là, il y a des employés, parce que oui, ça c'est la part qui doit être attribuée à l'État. Le réseau de santé a de la misère à fournir quand il n'y a pas de pandémie. Donc, quand il y a une pandémie, c'est encore plus le cas. Et actuellement, dans la région de Québec, il y a des employés qui sont supposés donner des soins, qui font des tests. Fait que ça peut être quoi la suite, d'après vous autres, là? Si on continue oh, c'est pas si pire que ça, la COVID, c'est comme une grippe, c'est ici, puis c'est ça. C'est quoi la suite, vous pensez? C'est des hôpitaux qui débordent encore plus. C'est des employés du réseau de la santé qui sont malades, qui sont en burn-out, qui sont obligés d'arrêter de travailler. C'est des soins intensifs qui débordent. Je veux pas jouer au peurologue, mais ça me tente pas. Moi, je pense qu'il faut protéger les hôpitaux. Il faut protéger les employés, il faut protéger les malades potentiels, il faut protéger nos enfants dans les écoles et il faut protéger nos business. Il faut protéger notre économie. Il faut protéger les restaurants, il faut protéger le commerce au détail. On a besoin de ça.
C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça que je porte le masque. Même si j'haïs ça, que je me sens comme un chien en muselière. Je trouve ça intéressant ce que tu as lu, puis je vais y aller d'un truc un peu plus personnel, mais en même temps, je pense que c'est pertinent de le faire parce que ça illustre bien ce que tu viens de dire, là. Pour toutes sortes de raisons, les gens qui me suivent depuis quelques années savent que j'ai une conjointe qui est médecin parce que j'ai souvent défendu les médecins et je dévoile tout le temps mon intérêt. Parce que si je le fais pas, je vais me faire dire que je suis en conflit d'intérêt. Ben oui. Moi, ma blonde est impliquée dans la région au niveau administratif, en plus de ses tâches médicales, là. Et elle a eu le nez dans COVID pendant tout le printemps. À raison des fois de 10-12 réunions par jour, le nombre de fois pendant le confinement où j'ai été me coucher le soir à 10h30, 11h moins quart, où ma blonde était encore en conférence téléphonique, puis elle l'était depuis 7h le matin. Parce que, et là, dites pas que c'est une des moutons du gouvernement. Non, elle fait partie de ceux qui géraient le fait qu'il y avait une réelle pénurie de matériels médicaux et à qui tu donnes des masques, à qui t'en donnes pas en fonction de... Ça n'a pas été évident. Quand est venu le temps d'avoir un peu de vacances cet été, j'ai senti que moi, ma conjointe était à bout. Elle l'avait trouvé très, très tough. C'est pas le simple besoin de vacances. Là. Et là, elle est revenue de vacances et comme je me sers de mon exemple personnel pour vous dire ça peut être quoi pour une grande partie des gens qui travaillent dans le réseau de la santé, que ce soit des médecins, des infirmières, des préposés, sont revenus de la période estivale en n'étant pas remis encore de ce qu'ils ont vécu au printemps. Et là, moi, depuis 4-5 jours, là, l'espèce d'angoisse, d'anxiété de ça va être quoi les prochains mois qui s'en viennent, c'est revenu dans la maison. Ouais. Les rencontres ont recommencé. À soir, je sais qu'on ne soupera pas en famille parce que ma blonde est en réunion au moins jusqu'à 7h30, 8h à soir. Ça a recommencé ça. Donc, quand je pense à ma situation, quand je pense par exemple à mon père qui a 67 ans, qui est supposé venir dans 2 semaines pour la fête de ma petite qui a 6 ans, qui l'a vu 2 fois en 6 mois. Parce qu'on a fait des petits allers-retours à Laval juste pour leur dire bonjour, en gardant nos distances. C'est que pour la première fois, on envisage qu'ils viennent faire un tour chez nous, garder la distanciation, dormir dans le sol. Nous autres, on va pas dans le sol. Et que finalement, je me dis, c'est bon, il va-tu pouvoir venir? Et que j'entends des discours d'imbéciles, de négationnistes qui encouragent à demi-mot les gens à ne pas respecter les règles et que je regarde les impacts que ça a sur moi, que ça a sur toi, que ça a sur les gens qui nous écoutent, qui, eux, font des efforts, des impacts que ça peut avoir sur des entreprises qui non seulement vont peut-être devoir fermer, mais qui gèrent aussi de l'instabilité au niveau de la santé mentale de leurs employés, qui se demandent si ça va refermer, s'ils vont retourner sur le chômage. Tu sais, c'est ça qui est frustrant, qui est déprimant. C'est frustrant. Puis moi, je te le dis, je l'avalerai pas. Ça passera pas si on annonce encore la refermeture des écoles, entre autres, puis des sports de nos enfants. Mais on va savoir un peu de qui ça va être la faute. En partie, qui on va devoir pointer si ça arrive. 10h23, on fait comme dirait Guy Moore, on va se calmer les nerfs un peu, on fait une courte pause, puis on parle de d'autres choses au retour.